Emmanuel Lambert, bien sûr, vous êtes agrégé de lettres modernes, docteur en lettres, ayant consacré votre thèse au théâtre écrit de Jean Genet. Bien sûr, vous avez travaillé avec Alain Robbe-Grillet, il fut votre premier métier, comme vous le dites. Oui, vous avez été responsable des expositions à l'Institut Mémoire de l'édition contemporaine, mais aussi commissaire de l'exposition dédiée à Genet et à Giono au Mucem à Marseille. Oui. Vous avez été lauréate du prix Femina Essai et vous avez édité avec Gilles Philippe poèmes et romans de Genet, encore lui, dans la Pléiade, et publié un album pour Sidonie Gabrielle Colette. Nous savons également que vous êtes né un 7 juin 1975 et qu'Aucun respect est votre 9e livre. Nous savons aussi que Martin Eden de Jack London vous a bouleversé et qu'il est peut-être le livre à qui vous devez d'être autrice aujourd'hui, bien que votre grand-mère y soit aussi pour quelque chose. Nous savons tant et tant, n'est-ce pas? Mais que savons-nous au juste? Rien. Il en va pour les autres comme pour vous-même. On ne peut rendre qu'imparfaitement ce qu'ils sont. Quelques détails de surface, des déclinaisons classiques, administratives, à peine distinctives de votre identité, des petites musiques, une couleur, un souvenir. Qui êtes-vous? Où allez-vous? Que faites-vous? Quelqu'un serait-il capable de répondre à ces questions sans faillir, sans douter, absolument sûr de soi, sûr tout court? Les écrits, les entretiens, les bouts d'images, les éclats de voix ne sont que des indices menant à une certaine reconstitution de l'être qui n'est en rien version définitive, et tant mieux. Nous n'avons ni la forme ni l'esprit d'une clé USB ou d'un disque dur. Nous ne sommes pas consignés, du moins tant que nous ne le désirerons pas. Ainsi, ce que l'on croit savoir de soi et des autres ramène sans cesse aux longs couloirs, aux labyrinthes, aux énigmes, aux terres flottantes de Marienbad. Et vous, Emmanuel Lambert, vous avez beau écrire sur les autres, écrire pour les autres, écrire avec les autres, écrire au travers des autres, il n'en demeure pas moins que vous semblez toujours placer au premier plan le questionnement banal, commun, sublime, qui mène au qui suis-je et au où vais-je, au que fais-je, au qui aime-t-on, au qu'aime-t-on et l'inverse. Écrire à la recherche, écrire sans le savoir, écrire pour le savoir, construire et déconstruire, puis reconstruire grâce aux fragments, aux vestiges, aux délires. Emprunter des voies directes ou tortueuses, des ponts, des sans-issue, des bretelles, des chemins de traverse. Depuis mon grand écrivain jusqu'à Aucun respect, route, archéologie, compréhension, abandon, déception, deuil, victoire, clarté, poussant à prendre corps, place, rythme, pulsation, temps. Faites des autres, certes, mais arrachés, éloignés de ces autres pour être indépendamment, librement. En tous les cas, pour occuper cette chambre à soi, cette chambre d'écho, sans assignation ni soumission. Ensuite, pas après pas, le sujet, pourtant indéfini, opaque, s'entraperçoit et devient guide. Ensuite, faire résonner les voix du passé en les transposant dans une voix d'aujourd'hui. Serait-ce là l'émancipation? Le pas de côté qui rend nos âmes plus souveraines? Il y a des avant et des après. Ceux qui bousculent et contrarient les destinées, ceux qui perturbent, qui poussent à choisir, qui conduisent, qui décalent, qui inspirent. Puis il y a vous, uniquement vous, qui décidez du pays à atteindre et du moyen de transport. Et il me semble, Emmanuel Lambert, qu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est toujours dans un taxi pour la beauté que vous voulez monter. Bienvenue. Alors, on embarque pour la beauté. Oh mon Dieu, mais moi je vais vous laisser faire en fait. Je pense que c'est très bien. Mais non, on va continuer, au contraire, on va creuser. Moi, j'aimerais bien qu'on rebondisse tout de suite sur cette histoire de beauté. D'accord. Même si elle n'est pas seulement liée, parce que le taxi pour la beauté, pour la petite histoire, c'est une phrase tirée du livre d'Emmanuel Lambert, qui, à un certain âge, il y a quelques années, il y a très longtemps. Voilà, il y a très longtemps. Se demandait ce qu'elle allait 20 faire. Ans. Voilà. Et qu'elle s'est dit, tiens, voilà, pourquoi pas le taxi pour la beauté. Et moi, c'est une phrase qui m'a vraiment marquée, que j'ai retenue, et en me plongeant dans vos écrits, en essayant d'approcher cet être dont on ne sait qu'imparfaitement les choses, je me suis dit que finalement, c'était toujours cette route-là que vous traciez.
Oui, bah oui. Mais, alors merci beaucoup. Il y a tellement de choses dans ce que vous venez de lire que j'en suis un peu émue, pour rien vous cacher. Le taxi pour la beauté, oui, c'est cette héroïne de mon dernier livre, Aucun respect, qui est mon double, hein, mais qui est quand même un double que j'ai reconstruit. Adore lire. Voilà. J'ai tendance à penser que c'est quand même un peu la base pour les écrivains, en théorie, même si on peut avoir quelques surprises. Ça, c'est une chose que j'ai découverte et qui m'a laissé, je vous l'avoue, vraiment comme de ronds de flanc. C'est-à-dire que ça existe des écrivains qui lisent très peu, que ça intéresse assez peu. Bon, très bien. Alors moi, c'est pas du tout mon cas. Moi, j'adorais lire. Et j'avais entrepris, comme cette jeune fille, des études littéraires parce que j'avais la chance de pouvoir en faire, d'une part. J'avais la chance d'avoir des parents qui pouvaient me payer des études, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Et puis d'autre part, j'avais l'impression que ça m'ouvrirait la porte vers ce que j'appelle la beauté. C'est-à-dire, il me semble que la lecture de la littérature, alors c'est difficile de définir la littérature. Qu'est-ce qui va la différencier par exemple, de grands reportages très bien écrits que vous lirez dans la presse? Bon. Eh ben, il me semble que c'est ce terme d'émotion esthétique, quoi. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui d'un seul coup vous attrape et ne vous lâche pas, et qui est à la fois un sentiment, mais qui est aussi cette idée qu'il y a quelque chose de plus fort que vous et qui durera plus longtemps que vous, et qui dure depuis très longtemps. Parce qu'au fond, voilà, je regarde cette salle, finalement, ce qui nous reste des êtres humains qui ont été là des siècles avant nous, ce sont les expressions artistiques. C'est ce besoin que l'être humain a de fabriquer de la beauté, quoi, pour me semble-t-il, s'arracher à sa condition la plus primaire. Alors, d'abord, pour moi, c'était la lecture, le taxi pour la beauté. Et puis, au fil des années, c'est devenu l'écriture. Et vous avez dit tout à l'heure que je le devais sans doute un peu à Alain Robbe-Grillet. On reviendra sur Alain Robbe-Grillet. Et sans doute à ma grand-mère. Et ça me touche beaucoup que vous parliez de ma grand-mère, pardon. Vous ne la connaissez pas. Bon, elle est morte. Hein. Elle est morte à 106 ans, donc je salue l'exploit. Voilà. Et ma grand-mère, que j'adorais au-delà de toute mesure, ma grand-mère était illettrée. Même, elle était analphabète, en fait. Elle avait grandi en Algérie. Elle était née en 1911. Elle avait grandi en Algérie. Elle était d'une famille très pauvre. Et donc, elle n'avait pas eu accès au savoir. Mais pourtant, elle était très sensible à la beauté, cette grand-mère. Et elle avait développé une intelligence extraordinaire, une compréhension extraordinaire des êtres et des choses. Et quand j'écris, je pense tout le temps à elle. Je pense tout le temps à qu'est-ce qu'elle pourrait recevoir de ce que j'écris si je le lui lisais. Voilà, puisqu'elle ne peut pas le lire. Et ça, je suis heureuse que vous l'ayez repéré. Ça veut dire que quand on écrit, certains, en tous les cas, c'est ce que disent certains auteurs, finalement, on s'adresse à un autre, à une espèce d'autre. Là, ça serait votre grand-mère. Pas seulement, mais aussi. Pas seulement. Je sais pas si c'est vraiment une adresse. Un regard par-dessus l'épaule. Oui, c'est plutôt ça. C'est plutôt l'idée qu'on a des fantômes. Alors moi, j'ai tendance à quand même essayer de privilégier les gentils fantômes et pas les méchants fantômes quand j'écris. Donc des gens dont finalement le bien qu'ils nous ont fait nous accompagne. Alors qu'on les ait connus ou pas, d'ailleurs. Donc c'est pour ça que j'inclus dans ces fantômes qui sont par-dessus mon épaule quand j'écris des gens que je n'ai pas connus et qui peut-être d'ailleurs m'auraient détesté s'ils m'avaient rencontré, mais enfin, il se trouve que je ne les ai pas connus, mais que j'ai lus. Et donc vous aviez parlé tout à l'heure de Martin Eden, de Jack London, qui est un des grands livres, un des grands bouleversements pour moi. Voilà, lui fait partie des choses que j'ai vaguement en tête comme ça. J'aurais jamais évidemment l'idée de me dire il faut que ça soit aussi bien qu'eux, parce que là vous arrêtez tout de suite. Enfin, si vous commencez à vous mesurer aux écrivains que vous avez admirés, il est évident que vous posez tout de suite votre ordi et c'est terminé. Par contre, il y a quelque chose, je crois, vraiment qui est un peu contagieux, quoi, dans le sentiment qu'une lecture vous a laissé. Alors moi je trouve que c'est un de mes grands plaisirs d'essayer de retrouver cette chose-là, de retrouver ce sentiment-là. Et puis de le faire à ma sauce, parce qu'évidemment, hélas, je ne suis pas Jack London.
Oui, mais après c'est intéressant cette histoire de mesure, c'est-à-dire que c'est pas forcément la mesure au sens de la compétition, mais ça nous inscrit, et je pense que pour vous c'est important justement ce travail sur le temps, l'histoire, les anciens, comme justement ces êtres et ces choses qui nous inscrivent dans le cours d'une histoire et qui nous inscrivent dans le bon sens, c'est-à-dire qu'on peut s'en détacher bien sûr et pour essayer d'être et de devenir ce qu'on doit devenir, mais le fait d'avoir aussi, c'est une sorte de repère quand je parle de la mesure, et de pouvoir se confronter, se mesurer, mais dans le bon sens du terme, ça nous permet de se dépasser aussi. Ben oui, parce qu'en fait, ça donne de l'énergie. C'est-à-dire, enfin, moi, en tout cas, je ne sais pas vous, mais moi, c'est une des choses que je trouve assez formidable dans la lecture, et d'ailleurs dans toute forme de fréquentation artistique, la musique, on part rempli de quelque chose. Voilà, on est rempli par une énergie. Et l'écriture, pour moi, c'est beaucoup une question d'énergie. C'est beaucoup une question de physiologie, parce que il faut du rythme, quoi. Il faut qu'il y ait quelque chose qui pulse et qui avance. Sinon, on s'ennuie soi-même. Et si on s'ennuie soi-même, à tous les coups, on va ennuyer le lecteur. Ça, c'est à peu près sûr. Mais ce que vous disiez sur le temps qui passe et ça me fait penser. Vous avez évoqué mon rapport à Jean Genet. Alors Jean Genet, qui n'est pas quelqu'un de facile, c'est sans doute le premier livre qui me soit tombé vraiment sur la tête là pour le coup quand j'avais 19-20 ans. C'est Les Bonnes, qui est une pièce de théâtre que je trouve absolument géniale. Et ça fait très très longtemps au fond que j'ai cette espèce de je ne sais pas comment dire ça, fréquentation bizarre de cet auteur. Moi, je me souviens encore de ma mère, quand je lui ai dit que j'allais faire une thèse sur Jean Genet, elle m'a dit « Mais enfin, qu'est-ce qu'une jeune femme a à voir avec ça ?» Enfin, elle ne comprenait pas du tout. Et moi-même, je ne comprenais pas très bien non plus. Mais c'est une œuvre qui me bouleverse depuis toujours. Le bonhomme n'est pas simple. Il n'est vraiment pas simple. Et il a dit une chose que je trouve très belle, parce qu'on lui demandait « C'est quoi la France ?» Voilà. Et il disait « C'est une émotion qui circule d'artiste en artiste. » Et j'aime beaucoup cette idée d'un fil comme ça, qui passe d'artiste en artiste, et où au fond les idées se convertissent en émotions. Voilà. Par l'écriture, par la lecture, par l'art. C'est quelque chose qui vient solliciter aussi bien finalement votre cœur que votre cerveau. Ça me paraît fondamental. Et oui, c'est-à-dire qu'il faut souvent se rappeler qu'une tête sans corps n'existe pas. Exact. Voilà. Au cas où on l'oublie parfois. Mais on oublie parfois, oui. Oui, oui, souvent même. C'est oui. Peut-être ça qui fait qu'on en arrive aussi à des situations modernes absolument insupportables. Oui, je le crois aussi. Et puis c'est aussi... alors là, on va parler encore d'un autre écrivain, hein, puisque nous y sommes. Donc quelqu'un sur qui j'ai pas mal bossé aussi, qui s'appelle Jean Giono, que j'aime beaucoup. Alors en voilà un qui précisément dit rigoureusement ce que vous êtes en train de dire. C'est-à-dire que le fait de ne pas respecter la condition des êtres humains comme à l'intérieur de la nature, comme des corps qui bougent, qui agissent, qui aiment, qui souffrent, ça amène à des monstruosités comme celle qu'il a vécue lui quand il a fait la guerre en 14-18, ça amène à la mécanisation, ça amène au fait que les rapports deviennent impersonnels. Enfin, en gros, pour aller vite, ça amène au mal. Voilà, la ligne directe, c'est coupez-vous de je n'aime pas beaucoup le mot de racine parce que de ce que vous ressentez en fait, tout simplement. Oui, de là où du fait que vous êtes, c'est pas pareil d'être enraciné et d'avoir des racines. Pour moi, c'est pas la même chose. Quand on parle des racines, on parle des origines lointaines. Alors moi, je ne sais pas d'où je viens parce que mon père est un enfant naturel et ma grand-mère est issue d'un enfant naturel. Donc du coup, des deux côtés quoi, paternel, maternel, tout. Quand on me demande quelles sont tes racines, je suis un peu embêtée. Je dis je sais pas bien. Il y en a que je connais, il y en a que je connais pas. Par contre, là où je vis, les gens que j'aime, les choses que j'aime, les choses qu'on fait ensemble, alors ça m'enracine, même si moi, je n'ai pas vraiment de racines. Et je tiens à cette différence. Bon, alors on va peut-être directement aussi rentrer dans le livre avec la lecture, si vous voulez bien, Emmanuel, du premier chapitre. Comme ça, ceux qui l'ont lu s'en souviendront, et ceux qui ne l'ont pas lu vont le découvrir. Et ensuite, pourront même l'acheter... juste en face. Ça commence comme ça. Il faut que je lise tout le chapitre ? Oh bah oui. Oh. C'est pas travail en fait. Il fait pas 45 pages. J'en lirai d'autres après. Ça fait beaucoup de choses à tenir pour mes petites mains. Mais si c'est compliqué, je peux le lire. Non, c'est pas compliqué. Les chapitres sont numérotés et ils ont tous un titre.
je tenais à ça. Je sais parce que, en fait, je suis en train de digresser, pardon. On parlait de la lecture tout à l'heure et je vous disais ça donne de l'énergie. Et en fait, à chaque fois que j'écris, il y a un moment évidemment de grand désespoir où tout est nul, où rien ne va. Sinon c'est pas drôle. Sinon, on n'écrit pas. Si on est toujours content de soi, on fait autre chose. Et donc, dans ces cas-là, de façon assez magique, surgit un sauveur qui est en général un ou une grande écrivaine du passé. Et là, c'était Alexandre Dumas. Et je ne saurais pas du tout vous dire pourquoi. Et donc, j'ai relu Alexandre Dumas. J'ai relu La Reine Margot, j'ai relu Monte Cristo, tout ça. Et l'énergie qu'il y avait dans cette littérature un peu feuilletonnante, comme ça, c'est une littérature de péripéties aussi, où il se passe un truc à chaque chapitre, où on a envie de savoir. Alors, en souvenir de ça, j'ai numéroté mes chapitres et je leur ai mis des titres. Voilà, comme ça, on sait comment le feuilleton se déroule. Donc, 1, et le titre, c'est « Sauf elle ». C'était comme si tout le monde avait fait la fête, sauf elle. Alors là, je vais m'interrompre, parce qu'en fait, personne ne l'a vu, donc je vais vous le dire. C'était un clin d'œil à Alain Robbe-Grillet, avec qui j'ai beaucoup travaillé. C'est un clin d'œil à la première phrase d'un de ses romans, qui s'appelle « Le Voyeur ». Voilà, ça se commence par « C'était comme si personne n'avait entendu ». Bon, bah là, vraiment, personne n'a entendu, en fait, parce que si je ne vous l'avais pas dit, je pense que... Alors, on voulait l'emmener au Queen, une boîte de nuit des Champs-Élysées. La maquiller, la coiffer, lui faire fumer des joints, prendre des extas, lui mettre des cuissardes, des talons, des mini-jupes, des perruques, des porte-jartelles. On voulait la faire boire, qu'elle danse sur des tables, dans des cages, qu'elle fasse la tournée des bars. Ça l'effrayait. Elle avait tant besoin d'eau et de sommeil. Une vraie bête d'étable. Un jour d'octobre, Monsieur B, son professeur à l'université, lui avait dit « Allez donc voir mon ami Joseph, je crois qu'il dirige plus ou moins les archives à l'Institut. C'est le seul qui s'y connaisse pour votre truc. » Pour le rendez-vous, elle avait passé un nouveau pull, maille, manche 3/4. Elle n'en supportait pas le col roulé, l'éloignait de son cou avec des gestes désordonnés. Elle s'était mise à rougir, éternuer, balbutier, pour finir moite du dos et des mains. Elle avait chaud, elle avait peur. Ils avaient parlé de ses recherches, de ce qui l'intéressait dans la littérature. Joseph l'écoutait en posant sur elle des yeux rétrécis, aiguisés d'un trait blanc si elle s'agitait. À la fin de l'entretien, il lui avait proposé de faire un stage. Elle avait accepté, sans savoir en quoi cela pouvait consister. Apparemment, Joseph n'avait lui non plus aucune idée de ce que pouvait être un stage. Parfois, il disparaissait sans lui avoir dit ce qu'il fallait faire. Elle montait, on la regardait avec un air de pitié amusé. « Ah, Joseph n'est pas là, non ?» Là, tout le monde était beau et mince, savait comment s'habiller et avait le sens de la répartie. Elle laissait des post-it avec des questions sur le bureau de Joseph et elle rentrait chez elle, au creux du studio, avec ses livres et ses appels à sa mère, sa grand-mère, ses tantes, ses amis, à une armée de femmes qui, bavardant d'un bout à l'autre de la France, retranchées au chaud de leur maison, tissaient autour d'elle une grande toile de fils téléphoniques, sécurisante, attentive et domestique. La semaine suivante, Joseph descendait avec le paquet de post-it. Assis en équilibre sur un tabouret, il les prenait un par un en lançant chaque phrase avec « oui, alors ». À mesure qu'il déchiffrait les questions, Joseph se demandait à l'évidence si les réponses qu'il apporterait au prochain post-it ne risquaient pas d'annuler celles qu'il venait de formuler, à la queue leu-leu. Il finissait par poser les post-it en lui disant qu'elle n'avait qu'à lui faire un résumé, puis il riait. Hypnotisée par le motif du rideau masquant la porte d'entrée, il était censé donner au studio un côté boudoir, elle coupait des courgettes à un rythme régulier auquel se mêlait dans son esprit le bruissement des post-it carrés jaunes mixés, puis froissés par les mains solides de Joseph. Le poste de radio occupait l'espace sonore d'une présence familière à laquelle elle prêtait peu attention. Entre deux nouvelles, la radio avait diffusé un spot publicitaire pour la viande de veau élevée sous la mer. Pendant des années, elle avait entendu « élevée sous la mer », MER, se disant que cela devait donner à la viande un goût subtilement salé, jusqu'au jour où une sagacité relative lui avait fait vérifier l'information. Elle avait dû effacer l'image des veaux étouffés sous l'eau ou équipés de tubas le temps d'atteindre la taille requise pour l'abattoir, pour la remplacer par une autre. Ils étaient désormais à l'endroit juste, à l'endroit réel, sous le pied des vaches, le temps d'atteindre la taille requise pour l'abattoir. C'était de l'élevage, pas de l'apprentissage sous-marin. Quand la radio était revenue sur les crimes du tueur de l'Est parisien, elle avait arrêté de découper les légumes. Depuis des mois, il violait et assassinait des femmes dans les arrondissements où habitaient la plupart de ses amis. Faute de pouvoir les enfermer chez elles, leur mère leur avait acheté des petites bombes lacrymo. Elles auraient sans doute préféré que les filles restent pour l'éternité dans leur chambre d'adolescente,
Posters au mur, livres, radiocassettes, coups de fil interminables. Si seulement elles étaient restées, il n'y aurait plus jamais eu à avoir peur. Lorsqu'elles rentraient le soir, entre filles, elles avaient un code de conduite censé les protéger. De retour chez elles se téléphonaient. Si l'une d'entre elles était menacée, mais qu'elle pouvait répondre, elle devait dire qu'elle venait de raccompagner une amie qui en réalité n'existait pas et à qui elles avaient préalablement donné un prénom fictif. Alors, les autres prévenaient la police. Si le répondeur automatique s'enclenchait, les autres laissaient un message disant qu'elles avaient oublié leur carte orange et arriveraient 2 minutes plus tard pour la récupérer. Si, dans les 2 minutes, personne n'avait rappelé, elles prévenaient la police. Pour veiller les unes sur les autres, elles faisaient ce que pouvaient faire des filles seules quand, dans la ville, on laissait circuler des ogres, soit presque rien. Merci. Voilà le début de ce livre. Et je pense que dès le départ, il y a quelque chose qui est vraiment palpable en ce qui concerne, j'allais dire, l'entrelacement des êtres et des choses, justement. On est sur l'idée du stage, des archives, des post-it, enfin ce qui ramène à quelque chose qui serait l'histoire. Et puis on a un monde tout à coup brut, même abrupt, moderne, actuel en tout cas, et l'intimité qui arrive là aussi en filigrane et qui prend qui prend la place, puisqu'on finit, on clôt le chapitre sur cette sensation désagréable. Et on parle pas encore de robe grillée et puis de tout ce qui va se passer, mais dès le départ, vous posez ce code des temps qui s'entremêlent, qui s'entrelacent, et des voix plurielles, et qu'on va retrouver tout au long du livre. Oui, bah moi c'est ce qui m'intéresse en littérature, à la fois dans la littérature que je lis et dans ce que je tente de faire moi, c'est-à-dire c'est vraiment le passage du temps qui m'intéresse. C'est la manière dont on est, nous, à la fois à l'intérieur du temps et traversé par lui. Et en l'occurrence, dans ce livre, il y a un jeu constant entre le moment que vit l'héroïne, donc qui est en gros mon double à 20 ans, hein, et le moment où le livre est écrit, c'est-à-dire 30 ans plus tard, c'est-à-dire aujourd'hui. Donc il y a à la fois le vécu brut, et puis le regard aussi surplombant que me donne le passé. Et en travaillant le temps, ce qui m'intéressait, c'était non pas de dire, vous savez, je n'aime pas beaucoup les livres qui disent exactement ce qu'ils sont en train de faire. Je trouve qu'ils prennent un peu leur lecteur pour un idiot. C'est-à-dire, regarde, là, je fais ça, regarde, je dis ça. On voit beaucoup ça. Par contre, il y a une manière de faire surgir les époques, et pour moi, cette manière, ce sont les références dont vous parliez, les objets. Par exemple, un radiocassette, un répondeur téléphonique. Ça n'existe quasiment plus. Tout ça, c'est un livre dans lequel il n'y a pas de téléphone portable, évidemment, puisqu'il n'y en avait pas encore. Alors pour ceux qui ont vécu à Paris, ils voient ce que c'est qu'une carte orange, qui était donc cette carte pour les transports en commun. Aujourd'hui, tout ça c'est terminé. Même le ticket de métro n'existe plus. Donc c'est de parsemer le texte comme ça, juste de ces signaux-là, qui signifient l'époque, parce qu'il n'y a pas de date là, dans le début du livre. Et puis il y a... Et pour le coup, ça, les filles de ma génération ont été très troublées par cette irruption du tueur de l'Est parisien, que je ne nomme pas parce que je ne veux pas lui faire l'honneur de l'immortaliser dans un livre. Donc il n'y a pas son nom, mais vous le connaissez tous puisqu'il s'agit de Guy Georges. Hein. Et les filles de ma génération ont reconnu ça, et les plus jeunes m'ont dit « Ah, j'ai enfin compris ce que vous aviez toutes avec ça », parce que manifestement, ça leur causait elles ne comprenaient pas. C'était extrêmement traumatisant, cette affaire. Et j'ai vu un documentaire récemment disant que c'est justement à la suite des meurtres de Guy Georges qu'on a réformé les techniques de police, et notamment les fichiers ADN, qu'on a réformé la manière de travailler, parce qu'en fait, ils auraient pu l'attraper plein de fois, puis ils ne l'avaient pas attrapé. Et il y avait quelque chose d'extrêmement angoissant, parce que c'était juste à côté de nous, ça frappait à l'aveugle, ça frappait n'importe quelle fille pouvait se retrouver. Enfin, c'était quelque chose c'était l'ogre, quoi. C'était l'ogre, et il était jusque-là. Donc ça aussi, pour moi, c'était une manière de faire surgir l'époque. Et puis, à côté de ça, il y a les choses plus intemporelles. Il y a les choses qui arrivent à tout le monde. Vous cherchez un travail, vous cherchez un stage. Ça, c'est universel, si vous voulez. Il y a pas... Donc, j'aime bien mélanger ces trucs-là pour essayer de plonger le lecteur à la fois dans le passé que le livre évoque, et puis dans
le présent de sa lecture, c'est-à-dire le fait qu'il y a un écrivain qui est en train d'écrire quelque chose et qui le prend aussi par la main. Pour moi, oui, c'est dans ce tressage-là que ça se joue. Oui, puis ça apparaît à la fois comme une enquête, puisqu'elle finalement, elle cherche les bouts d'elle-même, elle aussi. Et c'est pas un hasard si elle se retrouve dans des archives et si elle se retrouve à l'endroit de l'œuvre de Rob Grillet qu'elle doit presque recomposer pour en faire quelque chose. Et c'est à la fois un conte. C'est aussi Il était une fois, parce que vous parlez de l'ogre, et ça renvoie aussi à la petite fille qui se perd dans la forêt, et ces deux choses se mélangent. Ben oui, parce que c'était quand même, moi je trouve que c'est un des bénéfices du temps aussi, et du fait de prendre de l'âge tout simplement, hein, de prendre la mesure des choses, de comprendre davantage de choses. À 20 ans, on a l'impression qu'on est très grand, mais enfin on l'est vraiment pas. On comprend vraiment pas les choses, on les saisit, on a l'intuition, mais les structures sociales, les rapports de pouvoir, toutes ces choses-là, c'est des choses qui s'apprennent au long cours. Ça vous est pas donné, et c'est pas parce que vous faites des études que vous y comprenez beaucoup plus. Il faut les vivre, en fait, et il faut s'y cogner. Et donc, j'avais cette idée aussi d'avoir ce personnage qui avance un peu en aveugle, mais qui avance quand même. Comme tout le monde avance à 20 ans. Voilà, on avance parce qu'on vit, parce qu'on se développe, parce qu'on grandit, et avec cette idée comme ça du petit poussé dans la forêt, ou avec un ogre dont on ne sait pas bien s'il est vrai ou s'il est faux, qui est Rob Grillet, qui était pour moi une figure totalement abstraite. Alors là, je vais faire quand même une parenthèse biographique, c'est-à-dire que j'ai donc fait des études de lettres, et puis j'ai fait un stage, j'avais 21 ans quand j'ai cherché un stage, et on m'a proposé, j'ai fait un premier stage, et ensuite on m'a proposé de revenir travailler avec Alain Rob Grillet, parce que l'institut où je travaillais venait d'avoir les archives de Rob Grillet. Et moi, je vous jure, j'étais mais sûr qu'il était mort, Rob Grillet. C'est-à-dire que, comme je l'avais vu dans les manuels scolaires, pour moi, c'était une figure très lointaine. C'était une sorte de statue du commandeur de la littérature. Donc je suis absolument tombée de ma chaise. Et j'avais évidemment une idée complètement fausse de lui, parce qu'au fond, on ne connaît pas les écrivains. On connaît leurs livres, on peut se renseigner un peu sur leur vie, mais enfin, de là à les connaître réellement. Et donc, ça m'amusait, cet apprentissage-là aussi, qui est au fond une chose que j'ai beaucoup creusée aussi, c'est-à-dire qu'est-ce qu'un artiste, qu'est-ce qui transpire de sa création quand vous le rencontrez. Parfois, rien du tout, hein, c'est pas si simple. Qu'est-ce qu'on laisse, quelle est la trace qu'on va laisser. Et là où ces thématiques se rejoignent, c'est que quand j'ai rencontré Rob Grillet, il était déjà plus jeune, hein, il avait 80 ans, et il était en train, lui, de préparer la postérité, en fait. Et ça, moi, j'en avais pas du tout conscience sur le moment, parce que voilà, j'étais déjà très occupée à essayer de comprendre ce qu'il fallait faire. Mais lui, à la fois moi et mes collègues, nous étions des pièces de sa postérité. Se servir de nous n'est pas le bon mot, mais on était destinés à ça. Et ça, c'est très troublant. Quand vous rencontrez un artiste qui est à la fin de son œuvre, à la fin de sa vie, à la fin de son œuvre, et qui a un regard rétrospectif et qui est en train de tout mettre en place. Et lui, comme c'était quelqu'un qui avait aussi quelque chose de très fort dans le contrôle, aussi de tout verrouiller, hein, non seulement de mettre en place, mais de tout boucler. Donc oui, ça rejoint ce que vous disiez au début. C'est-à-dire, est-ce qu'on connaît les gens? Qu'est-ce qui reste de quelqu'un? Et alors, avec les artistes, ça ajoute une difficulté supplémentaire. La confrérie des accumulateurs vit dans un halo mélancolique. Leur inadaptation les rend à la fois pénibles et doux. On peine à comprendre ce que cachent les piles de paperasse, de journaux, de vêtements, de vieux foulards, de tickets de métro, d'abat-jour, de sacs conservés pour ranger d'autres sacs, de pelotes de laine, de casseroles, d'électroménagers obsolètes, de trombones, de prises électriques multiples, de trucs pour fermer les emballages plastiques. On s'interroge sur le plaisir qu'ils prennent à psalmodier leur mantra. Ça peut toujours servir, je vais le réparer. Ah oui, je me souviens où on a pris ça. Tu as vu? Oh, c'était donc là.
Impossible à saisir dans l'ordre de la raison. Leur frénésie l'est dans celui de la sensation. Chaque étoffe, chaque matière, chaque odeur enfermée a pour eux une signification secrète. On garde tout parce qu'on espère que l'épaisseur ainsi accumulée en elle-même aura un sens. On crée ses propres strates géologiques, visibles par tous, déchiffrables par soi seul. Les femmes de sa famille étaient des expertes en accumulation. En apparence bien plus raisonnable, ordonnée, scientifique, dure à la réflexion et au travail, Robe Grillet l'était aussi. Peut-être en souvenir de ses parents, père revenu, demi-fou de la guerre de 14-18, mère fantasque, intelligente, et surtout du petit garçon bizarre qu'il avait été et qui souvent voyait son double. Le volume de ses archives avait posé un problème théorique à l'Institut où l'on se devait d'être sélectif. Quand toutes les feuilles d'impôt de Robe Grillet étaient arrivées, même Paul avait protesté. Mais il avait insisté. Si l'on avait du mal à savoir qui était quelqu'un, on pouvait être sûr qu'en avoir le plus de traces possible aiderait. Pour faire la maligne, elle avait ajouté sur un ton extrêmement prétentieux que ce serait très utile pour les anthropologues du futur lorsqu'ils travailleraient sur le statut de l'écrivain. Mais au fond, dans l'accumulateur incontrôlable, elle voyait un homme qui doute. Et dans les tas d'archives conservées, un manteau avec lequel se couvrir pour se protéger de l'effroi de ne pas être soi, pour cesser de flotter éternellement dans des cauchemars sous un ciel d'étoiles néfastes. Après l'avoir patiemment accumulé, on pouvait peut-être accéder à une toute petite partie de l'être. Voilà encore ce petit extrait qui rejoint notre conversation. Et vraiment, plus je vous entends parler, plus je relis. Je me dis que c'est vraiment ça, c'est une sorte de jeu de découverte de soi-même, au travers évidemment j'allais dire, c'est presque un prétexte aussi, les archives. Je dirais pas en vrai, pas dans votre vie à vous, mais il y a vraiment un écho entre cette action physique d'aller chercher les petits bouts là épars de la vie de quelqu'un et se chercher soi-même, parce que le livre parle surtout de ça, c'est-à-dire qui on est, c'est ce que je disais au début, où on va et comment on se construit. Et j'ai l'impression que c'est vraiment une des questions centrales. Alors oui, il y a deux choses dans votre question, mais concernant les objets, il y a effectivement qui on est, où on va, puis il y a qu'est-ce qu'on laisse. C'est une question importante, qu'est-ce qu'on laisse en fait. Et quand on travaille dans un institut d'archives comme je l'ai fait, on doit trier. C'est qu'on ne peut pas tout prendre de la vie de quelqu'un, parce que d'abord on n'a pas la place. Le plus gros problème des instituts d'archives actuellement, c'est le stockage. C'est ce qui coûte le plus cher, parce que ça doit être sécurisé, climatisé. Donc il faut être sélectif. Alors on est sélectif au regard de quoi ? Au regard de l'intérêt des documents qui sont laissés pour la recherche, pour les biographes, pour le patrimoine. Mais les gens, et ça je l'ai vu avec Robe Grillet, mais je ne l'ai pas vu qu'avec lui d'ailleurs, souvent ils sont très attachés à en fait bien d'autres choses que leurs manuscrits ou leur correspondance à leurs éditeurs. C'est-à-dire ce qu'ils ont envie de laisser, ce qui reste d'eux, c'est des tas de petites choses qui paraissent complètement insignifiantes au fond. Et ça, on l'a tous vécu, pour peu qu'on ait vidé les affaires de quelqu'un après son décès. On n'est pas forcément ému par des choses de grande valeur. On va être ému par un petit bout de truc griffonné sur une table. À tout à l'heure, je reviens. On va être ému par un petit ruban. On va être ému par tout ce que les instituts d'archives vont jeter. En fait, ça, vous pouvez être sûr. Et donc, et Robe Grillet, lui, et alors c'est quand même pas inintéressant pour quelqu'un qui avait une si grande attention aux choses dans ses livres. Parce que ceux qui ont lu Les Gommes et ceux qui ont lu un certain nombre d'autres de ses livres savent que les objets tiennent une place fondamentale dans sa littérature. Il gardait absolument tout. Mais tout. Donc le moindre billet de train, le billet d'avion. Alors remarquez, c'était assez intéressant parce que moi j'ai découvert par exemple des billets de bateau, des bateaux qu'on prend plus, des trucs en plus avec les jolies mises en page des années 50, 60, des objets complètement incongrus pour moi. Mais enfin lui, il y tenait beaucoup. Et nous, on était un petit peu embêtés parce que nous, ce qu'on voulait, c'était le manuscrit des Gommes, le manuscrit du Voyeur, le manuscrit de Marienbad, mais pas nécessairement les transatlantiques de Monsieur et Madame Robe Grillet. Et il nous a mené une guerre pas possible et il a fallu qu'on prenne tout. Et au fond, je le comprends.
parce que on ne peut pas savoir à l'avance ce qui va être intéressant dans ce qu'on laisse. Et donc, les manuscrits, ça c'est sûr, ça on ne prend pas de risque. Quand on prend les manuscrits, on sait que ça va être intéressant. Mais tout le reste, c'est très difficile de hiérarchiser. Je vais vous donner un autre exemple. Dans cet institut d'archives où je travaillais, il y avait les archives de Jacques Derrida, le philosophe. Et Jacques Derrida, il était à l'école normale supérieure en même temps que le sociologue Pierre Bourdieu. Voilà, ils étaient dans la même promo. Bon, bref. Et puis, donc, un jour, je devais choisir des petites choses à montrer pour un événement. Donc, je regarde les archives de Jacques Derrida et je vois un petit bout de papier qui était vraiment presque un truc qui était bon à acheter, quoi. Et je lis, je me dis, mais qu'est-ce que c'est ? Il y avait, mon salaud, je t'ai attendu, t'es pas venu. Ok. Et en fait, c'était Derrida à Bourdieu quand ils avaient 19 ans. Donc, les petites choses, voilà, il faut faire attention et il faut respecter chaque petite chose. Donc ça rejoint ce que vous disiez sur cette question, oui, savoir qui on est, savoir quelle est sa place. Au fond, mon sentiment depuis longtemps, et alors qui s'est beaucoup accentué parce que c'est ce qui m'intéresse vraiment dans l'écriture, c'est l'idée que on se connaît à travers les autres. Pas tellement à travers ce qu'ils disent de nous, mais à travers la manière dont ça, vous savez, comme un miroir réfléchi ou comme une surface va vous renvoyer à travers une sorte d'échange comme ça. Et donc il y a aussi ce que les autres vont retenir de vous, ce qui vous renvoie. Et ce qui est beau, c'est que, enfin, je le crois sincèrement, je crois vraiment que vous ne pouvez pas le savoir à l'avance. Vous ne pouvez vraiment pas le savoir à l'avance. Et j'aime beaucoup les livres qui montre ça, ce caractère indécidable, ce caractère impossible à figer de l'identité de quelqu'un. Voilà, de cette chose qui est mouvante dans le temps, qui est mouvante dans l'espace, dans les rencontres qu'on fait. J'aime l'idée de garder le mouvement, quoi. Voilà. Alors, pour rencontrer un peu plus et Emmanuel Lambert et le livre et l'œuvre de Rob Grillet, je vous ai concocté un petit diaporama à ma façon, non exhaustif. Non exhaustif. Je prends des choses qui sont dans les livres, dans les interviews, voilà. Vous pouvez aller voir ma mère quand même, rassurez-moi. Elle n'était pas disponible. Non, c'est pas du people. Et puis voilà, ça va vous donner une sensation. C'est plutôt sur des sensations que je travaille. Je vous invite à vous asseoir en face de l'écran, sinon vous ne verrez rien. J'aime la vie, je n'aime pas la mort. Pourtant, j'aime assez ce qui demeure immobile. J'aime les chats, je n'aime pas les chiens. J'aime l'impression d'éternité, les vieilles demeures de province au décor immuable, les lourds velours rouges passés depuis toujours, la mousse dans les allées, les carpes entre deux eaux dans les bassins. Je n'aime pas le téléphone, je n'aime pas la voiture. J'aime les longs voyages en chemin de fer. Paris, Bucarest, New York, Los Angeles, Istanbul, Téhéran, Moscou, Khabarovsk. J'aime aussi marcher, dans les rues ou à travers la campagne. J'aime les automnes humides et doux, les feuilles brunes, luisantes de pluie, en épais tapis spongieux sur les chemins. Je n'aime pas le bruit, je n'aime pas l'agitation. J'aime les belles voix, je déteste les cris. J'aime les foules joyeuses, je n'aime pas ce qui plaît aux foules. Je ne fais pas confiance aux masses populaires. J'aime les jours où je me sens plus intelligent, plus instruit, plus aigu. J'aime apprendre, j'aime enseigner. Je n'aime pas faire une conférence après un bon repas. J'aime bien les petites filles, surtout si elles sont jolies. Je n'aime pas trop les petits garçons. J'aime le joli, je n'aime pas la mode du lait. J'aime dire ce que je pense, surtout si cela ne se dit pas. J'aime connaître la règle, je n'aime pas la respecter. J'aime connaître les théories, littéraires ou scientifiques. J'aime la liberté, je n'aime pas le gaspillage. Je n'aime pas la salade journalistique. J'aime mon papa et ma maman. Je me méfie des psychanalystes. J'aime bien agacer les gens, mais j'aime pas qu'on m'emmerde. Viel
pouvez revenir. Donc, on ne va pas nommer tout ce qu'il y avait à l'intérieur, mais bon, voilà, c'est un mélange entre votre œuvre et puis celle de Rob Grillet. Ah oui, alors il y a quand même beaucoup de choses, parce qu'on a vu passer des gens que vous connaissez sans doute pas, qui sont des vrais gens, des gens que j'ai connus quand je travaillais et qui ont eu leur double dans ce livre. Il n'y a pas forcément leur nom, d'ailleurs, ils sont tous transposés, parce que quand même, je les ai beaucoup réinventés, donc on a vu passer les gens de l'IMEC, et notamment Olivier Corpet, son fondateur, que j'aimais beaucoup et qui est décédé il n'y a pas longtemps. Vous avez eu du Rob Grillet en veux-tu en voilà. Alors il y a une chose assez drôle dans votre montage, c'est que c'est vrai qu'on voit des extraits de ces films. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent les films d'Alain Rob Grillet, c'est quand même un peu pointu. Donc, il a écrit le scénario de l'année dernière à Marienbad de René, et ensuite il a réalisé lui-même des films. Alors moi je ne savais pas du tout quand j'ai commencé à travailler avec lui qu'il avait réalisé des films, et puis alors j'ai compris quand j'ai vu les films, parce qu'en fait c'est que des trucs vaguement, c'est du SM soft. C'est-à-dire que ce n'est pas des films pornographiques, il n'y a rien qui va vous empêcher de dormir, mais enfin, vous avez vu, il y a des chaînes, il y a des barreaux, il y a tout le truc. Il y a cette sublime Marie-France Pizier qui est belle comme le jour. Il y a Jean-Louis Trintignant qui a joué dans plusieurs films. On a des surprises. Il y a Trintignant qui a joué dans plusieurs films. Lonsdal, Philippe Noiret. Enfin, bon, moi, on voit ça. On voit Paris, on voit... Astrid m'avait demandé, en gros, qui sont vos écrivains, vos figures historiques. Alors, on a vu passer des gens pour qui j'ai une admiration au-delà de toute mesure. Victor Hugo, bien sûr. Alors, je sais pas, c'est un peu bête de dire j'aime Victor Hugo, mais enfin, qu'est-ce que vous voulez, c'est la fameuse phrase de Gide, vous savez, le plus grand écrivain français, hélas. Et donc, on ne s'en sort pas. Genet, bien sûr, mais on a vu... surtout, ce qui me touche c'est que vous avez mis cette musique, pour ceux qui sont un peu mélomanes, ils l'ont peut-être reconnu, c'est un lied de Schubert qui s'appelle Handy Music, et dont je parle, alors là je suis un peu émue quand même, quand je parle dans un de mes livres qui s'appelle Le garçon de mon père, qui est un livre que j'ai écrit avant Aucun respect, que j'ai écrit après le décès de mon père. Et moi je viens d'une famille de musiciens professionnels et amateurs. Voilà, il y a tout un mélange comme ça, donc il y a à la fois des gens qui ont fait le conservatoire, qui étaient professeurs de piano, de violon, puis d'autres qui étaient complètement... musiciens comme ça en chantant chez eux, mais qui avaient des voix naturelles et qui allaient chanter dans les chœurs de l'opéra. Enfin voilà, tout un monde de saltimbanques comme ça des deux côtés. Et mon père était un fou de musique. Et je crois que ce qu'il préférait, c'était les leaders de Schubert. Et maintenant, quand je pense à lui, j'entends ça. Et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on laisse ? Avant le décès de mon père, je pense pas que j'aurais pu savoir qu'il me laisserait ça. J'aurais pas pu le dire, en fait. Je pouvais pas l'anticiper. Donc ça me fait assez plaisir que vous l'ayez... Il est un peu là, du coup. Et puis, pour ceux qui étaient là le mois dernier avec Olivier Cadio, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais passé un audio de Roland Barthes qui disait « j'aime pas » et qui finissait donc cette énumération en disant « ce que je sais finalement, c'est que mon corps n'est pas le même que le vôtre ». Ça rejoint aussi, je trouve, la thématique, enfin, les thèmes abordés dans votre œuvre. Et il y a un élève de Roland Barthes dans le livre aussi. Alors Benoît Peters, ce qu'on a vu en photo, c'est une photo en noir et blanc. On a vu un moment un jeune homme comme ça qui se tient un peu comme ça, un peu sombre et tout. C'est mon premier éditeur en fait. C'est Benoît Peters, qui est connu mondialement parce que c'est le scénariste de la BD Les Cités Obscures. Et donc il a reçu les plus hautes distinctions au Japon par les spécialistes du manga. Voilà. C'est une star de la BD, mais c'est aussi un intellectuel féroce. Benoît, il a fait la biographie de Jacques Derrida, la biographie de Paul Valéry. Enfin, c'est un écrivain. Premier livre aux éditions de Minuit, quand il avait 19 ans. Et il a filmé des entretiens avec Rob Grillet, dont on entend d'ailleurs un extrait, parce que le j'aime pas, c'est Rob Grillet le lit pendant les entretiens. Et c'est comme ça que je l'ai rencontré, et c'est comme ça que j'ai été amenée à publier mon premier livre. C'est en rencontrant Benoît, qui est quelqu'un que vous pourriez inviter, parce qu'alors vraiment, il est complètement éclectique. C'est un esprit complètement libre, c'est-à-dire c'est un élève de Roland Barthes, et il avait commencé une thèse sur la bande dessinée. Alors, comme il dit, il y avait guère que Roland Barthes pour accepter une chose pareille. Et il a inauguré, il y a 2 ans, la première chaire de bande dessinée au Collège de France. Donc, et il est comme ça, c'est quelqu'un qui sait
tout faire et qui fait tout avec talent et intelligence. Enfin, je l'aime beaucoup. Et c'est mon premier éditeur. Il a une maison d'édition qui s'appelle Les Impressions Nouvelles, qui est une maison d'édition belge, dont le siège est à Bruxelles. Et donc, j'ai publié mes 3 premiers livres chez lui. Et puis, j'ai écrit un livre qui s'appelle La Désertion, qui est un roman. Et je vous le raconte parce que ça parle vraiment de lui, en fait, ça, ce que je vais vous dire. Et je pense que notre ami libraire verra à quel point c'est rare ce qu'il a fait. Donc, j'écris ce roman et Benoît me dit, voilà, écoute, nous sommes une petite maison. Et c'est vrai qu'ils sont 3, donc c'est pas beaucoup. Et nous n'avons pas de moyens commerciaux. Alors, ils ont un super catalogue. Enfin, c'est des... Bon, bref. Mais enfin, c'est pas des gens très commerciaux. Et il m'a dit, c'est vraiment dommage pour toi qu'on puisse pas faire vivre ton livre au-delà d'un petit cercle. Donc, envoie ton manuscrit à des grandes maisons. S'ils le prennent pas, on te publie. Et s'ils le prennent, on est content pour toi. Et ça, comment dire, je crois que ça existe assez peu. Et donc, je tiens à signaler que, quand même, là, ça va être ma minute prix. L'année dernière, sur la liste du Goncourt, vous aviez Hélène Gaudy et moi. Nous avons toutes les deux été publier notre premier livre chez lui. Et cette année, vous aviez Caroline Lamarche en finale, et elle a aussi publié ses livres chez lui. Donc, comme quoi, les vaillants petits éditeurs qui n'ont petit que le nom, c'est bien aussi. On n'aime pas que les femmes cassent l'équilibre familial et social. On préfère qu'elles tiennent bon, droites dans la tempête, embrassant le destin de toutes celles avant elles. On les veut malheureuses pour pouvoir les plaindre et les consoler. Paul et Ludivine, elles, ont renoncé, quitte à chuter, à souffrir, à affronter des enfants revenus aux âges des reproches. Elles ont renoncé pour après pouvoir renaître. Alors, l'émancipation, qu'est-ce que c'est que cette chose-là ? Alors, je ne sais pas ce que c'est que l'émancipation. L'épanouissement, alors peut-être. Non plus, hélas. Non, par contre, il y avait un sujet qui me tenait vraiment à cœur. C'était le sujet de l'amitié, et particulièrement le sujet de l'amitié féminine. Puisque vous parliez au début de la question de la construction, de l'apprentissage quand on est une jeune personne, et on disait, voilà, on se construit par les autres, avec les autres. Et alors, l'amitié est vraisemblablement, évidemment que la rencontre amoureuse, mais l'endroit où c'est sans doute le plus fertile pour toute la vie, quoi. Et moi, quand j'étais jeune, comme tout le monde, j'ai eu des amis, voilà, pardon, c'est d'une banalité totale, mais la chose qui m'intéressait dans ce livre, c'était que j'avais des amis plus âgés, parce que quand on rentre dans le monde du travail, évidemment, on côtoie des âges différents du sien, ce qui n'est pas nécessairement le cas quand on est au lycée ou à l'université. Et ces amies, elles avaient 40, 50 ans. Alors moi, ça me paraissait, j'avais l'impression qu'elles étaient quasiment retraitées, alors qu'elles étaient plus jeunes que moi aujourd'hui. Et donc, elles avaient derrière elles déjà un passé, des échecs, des douleurs, des renoncements, mais aussi une sorte de beauté, je ne sais pas comment dire, elles étaient pleines de leur vie, quoi, alors que moi, je commençais à peine à essayer de remplir la mienne. Et j'ai vraiment voulu travailler ça dans le livre, les différents âges, en fait, de l'apprentissage féminin, quoi, notre amie, nous avons vu notre amie Simone de Beauvoir, n'est-ce pas, puisqu'on sait qu'on devient femme et qu'on ne le naît pas. Donc ces différents apprentissages-là, je voulais montrer ces différents âges-là, et surtout cette génération pour qui le divorce n'était plus un tabou, comme ça avait pu l'être pour la génération du dessus. Voilà. C'est-à-dire que déjà la génération de mes parents, ça commençait à se faire un petit peu plus. Mais alors celle du dessus, c'était une stigmatisation sociale énorme. Enfin, je parle en connaissance de cause, mais mon père était enfant de divorcé. Dans les années 50, ça se passait très très mal. C'était très mal vu, et les femmes souffraient terriblement de cette stigmatisation. Et donc, peu à peu, les femmes, toutes les études le montrent, se demandent de plus en plus le divorce. Pardon, je ris, c'est pas drôle, mais c'est-à-dire qu'elles en ont de plus en plus les moyens. En réalité, elles ont de plus en plus la possibilité de le faire. Et ces femmes-là, qui sont des femmes d'un âge moyen, dans le livre, le font. Et la jeune femme que j'étais les regarde avec une espèce de stupeur admirative, parce qu'elle casse en fait quelque chose qui, à moi, à elle, paraissait enviable. Une structure des enfants, un mari, un métier, enfin, et elles y vont et elles le mettent par terre. Et ça, c'était un peu mes héroïnes. Ouais. Je me disais, oh là là, quel courage d'aller chercher son bonheur
contre son confort et d'affronter sa peur, au fond. Parce qu'elles avaient peur, toutes les deux, que les enfants leur en veuillent. Enfin, j'imagine que ce que toute personne qui divorce, en fait, connaît. Donc ça me paraissait vraiment une chose importante, cette amitié qui se nouait aussi dans une sorte de solidarité entre une très jeune femme qui ne comprenait pas grand-chose à ce qui se passait pour les plus âgés, mais qui voyait quelque chose de valeureux et de courageux et presque des modèles possibles. On peut renoncer. Voilà. C'était ça la leçon. On peut renoncer, quoi. Et ça me paraît important aussi de savoir ça. Parce que, bon, alors là, je vais faire la minute de comptoir, mais cette société où il faut être résilient, où il faut tenir, où il faut serrer les dents, enfin, non. On peut lâcher, on peut renoncer. Et si on en a les moyens matériels. Ça, c'est une autre question. Oui, mais de toute façon, il faut choisir. Il me semble, oui, qu'on est toujours confronté à la question du choix, mais ce que je voulais montrer dans le livre aussi, c'est que bien souvent, on n'est pas forcément seul avec son choix. Mais c'est un apprentissage, justement, c'est un chemin. Oui, parce que je pense qu'au début, on ne comprend pas très bien Enfin, pour choisir, il faut essayer de comprendre un peu la situation. Donc, ne pas laisser les autres choisir pour vous. Ah, ça, c'est une grande question. Ne pas choisir ni pour vous, ni ne pas les laisser définir ce que vous êtes. C'est ça. Et ça, je trouve aussi un des grandes choses de l'entrée dans le monde du travail, de l'apprentissage de la société. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous occupez une place, vous occupez un rôle. Et dans quelle mesure ça va vous définir ? Dans quelle mesure les autres vont vouloir vous définir par rapport à ça ? Enfin, je pense que tous les gens qui ont travaillé en entreprise connaissent cette question-là. C'est-à-dire, on est à la fois ça et pas que ça. Et parfois, si on tombe dans de mauvaises mains, ça peut être compliqué. Donc tout ça, tous ces apprentissages se tressent dans le bouquin. C'est-à-dire l'héroïne, elle essaye d'avancer avec tout ça. Elle, héroïne, et moi, écrivaine, j'essaye de montrer comment le temps travaille tout ça, comment la société bouge, comment les individus bougent les uns par rapport aux autres, se reflètent les uns les autres. J'essaye de créer comme ça un jeu de reflets, quoi, dans l'écriture, pour qu'on puisse essayer de suivre le mouvement comme ça du temps. Et cette jeune héroïne se confronte à ce couple ce tandem, on va dire plutôt, qui justement a refusé certaines assignations et lui donne un exemple complètement hors norme. Oui, alors ça, la percute. Ça a été la grande surprise aussi, c'est que je suis décidément allée de surprise en surprise, c'est-à-dire que et ça c'est une thématique aussi forte du livre, c'est quand on arrive dans un milieu qui n'est pas le sien. Donc, au fond, ça, c'est un truc qu'on trouve dans beaucoup de livres, par exemple. C'est quand même un des grands sujets. Vous citiez Martin Eden, c'est exactement la grande histoire de Martin Eden. Donc, on découvre un milieu qui n'est pas le sien. Et moi, c'était mon cas, parce que je ne viens pas du tout d'une famille de lettrés, du milieu littéraire parisien. Enfin, je venais de banlieue, je n'avais rien à voir avec tout ça. Donc, non seulement j'ai découvert que Rob Grier n'était pas mort, ça, c'était la première révélation. Ensuite, j'ai découvert que dans ses films, c'était quand même un peu olé olé. Mais en plus, j'ai découvert que sa femme, elle, c'était pas dans les films, c'était dans la vie. C'est-à-dire qu'elle était très célèbre pour ses activités de maîtresse sadomasochiste. Alors, comment dire, ça n'avait aucune espèce de réalité pour moi. Je ne savais même pas de quoi. Bien sûr, j'avais un peu lu Sade, comme tout le monde, mais enfin, je voyais vraiment pas du tout ce que ça pouvait vouloir dire. Et donc, c'est la découverte de l'altérité aussi. C'est-à-dire, non seulement c'était un couple de gens bien plus âgés, puisqu'on avait quand même 55 ans d'écart, donc ça fait quand même pas mal, des gens bien plus âgés, dans un milieu tout à fait différent, et avec une identité sexuelle revendiquée, parce que c'est ça la clé. C'est que c'est pas, après tout, ils pouvaient très bien aller faire ce qu'ils voulaient leur week-end, ça me regardait pas, mais c'était revendiqué dans les livres, revendiqué dans les films, revendiqué dans le discours, comme un truc d'émancipation. Et j'en ai fait aussi un ressort un peu comique dans le livre, parce que j'arrivais avec des idées complètement... Moi, je vénérais la littérature, donc j'avais comme ça des idées. Et je me trouvais qu'il y a des gens qui parlaient que de sexe, en permanence. Et j'étais complètement désarçonnée. Je ne m'attendais absolument pas à cette chose-là. Et je pense que c'était représentatif aussi d'un certain milieu littéraire dans les années 60 et 70, pour qui la transgression,
la remise en cause de l'ordre social passait par la revendication d'une liberté sexuelle. Donc ça m'intéressait d'en faire aussi un leitmotiv, parce qu'aujourd'hui, évidemment, on revient quand même beaucoup sur ces questions-là, c'est-à-dire qu'on essaye quand même maintenant de pondérer les choses et de voir jusqu'où peut aller la liberté et surtout jusqu'où elle ne doit pas aller. Donc ça aussi, cette histoire de passage du temps, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire cette espèce de continent qui s'ouvrait à moi, qui était ce continent bizarre, complètement autre, qui m'a appris aussi la tolérance, parce qu'au départ, bon, moi, au départ, ça me faisait un peu rire, tout ça. Enfin, vous voyez, j'étais du genre plutôt à m'en moquer, quoi. J'ai trouvé ça... j'en suis pas fière, mais je trouvais ça un petit peu ridicule. Et puis j'ai compris, en fait, en parlant avec eux, que voilà, chacun, du moment qu'on est entre adultes, consentants et en pleine possession de ses moyens, au fond, chacun éprouve sa liberté comme il le veut, comme il le peut, à l'intérieur d'un cadre donné. Donc tout ça, ça m'intéressait beaucoup. Où on est, qu'est-ce qu'on fait et comment on négocie sa liberté avec celle des autres aussi. Ça, c'est peut-être le sujet du livre, au fond. C'est-à-dire comment on définit les contours de sa liberté avec tout ce qu'il y a autour et comment peu à peu on arrive à gagner une place qui soit acceptable pour vous et aussi pour les gens que vous aimez. Mais attends, tu voudrais qu'il y ait un service public du sadomasochisme, un truc de l'État remboursé par la sécurité sociale? Ouais. On pourrait créer un machin où les gens iraient maltraiter ou se faire maltraiter à leur guise une bonne fois de temps en temps. Ça régulerait les rapports, surtout au travail, où l'on commençait à discipliner tout le monde avec une pseudo-science managériale. Même à l'Institut, ils parlaient parfois une langue vide. Et mon équipe par-ci et ton équipe par-là, et les objectifs, elles les revoyaient dans leur premier bureau, qui tuait le temps, à la cave, ou fumaient au milieu des post-it en discutant de littérature, de théâtre et de poésie. Ils allaient maintenant jusqu'à dire d'eux-mêmes, et sans la moindre conscience du ridicule de leur sérieux, qu'ils étaient corporate, regard intense, fierté de la voix, tout ça avec les brouillons d'un génie ou deux à la main. Mais elle s'égarait. Le service public SM devrait être conçu avant tout pour apaiser les rapports amoureux. Alors, est-ce que vous avez des questions ? Et vous savez qu'on m'a déjà demandé en rencontre si je le pensais vraiment. J'ai dit non, je ne crois pas du tout que la Sécu doive rembourser les séances de SM. Donc là, c'est un moment où l'héroïne est quand même un peu remontée comme une pendule, parce que en fait, elle a des amis qui vivent des histoires d'amour pas géniales. Voilà, où elles se font pas très bien traiter et où ça se passe pas bien, quoi. Et donc, comme elle fait que parler de ses robes grillettes tout le temps, puisque évidemment, quand on est jeune et qu'on se lance avec passion dans quelque chose, pardonnez-moi l'expression, on saoule tout l'entourage avec, en fait. À un moment donné, moi, mes amis n'en pouvaient plus entendre parler de robes grillettes. Et donc, alors, elle s'énerve, elle dit, plutôt que d'aller maltraiter mes copines, ces gars-là feraient mieux d'aller maltraiter les copines de Catherine Robbe-Grillet qui demandent que ça, quoi. Voilà. C'était finalement plein de bon sens. Mais derrière tout ça, il y a le thème justement de la domination et des rapports de domination qu'on ne cessera pas d'interroger. En tous les cas, on n'est pas encore en mesure de le faire, au vu de la société dans laquelle nous vivons. Et ça, c'est très sérieux. Et ça, c'est très sérieux. Mais il y a des passages plus sérieux, c'est-à-dire... le livre est écrit au passé, l'histoire se passe dans le passé, voilà. Donc, et puis de temps en temps, paf, il y a un bout au présent. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns, parce que c'est les moments où moi, l'écrivaine du livre, j'interviens en disant, en portant finalement un jugement rétrospectif sur l'histoire que je raconte. C'est-à-dire, il y avait des endroits où j'avais pas envie de laisser d'ambiguïté. Je voulais à la fois que le passé ait son ambiguïté, parce que le passé est ambigu. D'abord, on le recompose tout le temps. On n'est pas dans un discours de vérité absolue quand on parle de son passé. On recompose tout le temps le souvenir. On s'arrange tout le temps avec le souvenir. Enfin, vous voyez, quand vous parlez avec quelqu'un, moi ça m'arrive tout le temps, quand des vieux amis ou des gens de la famille, on parle d'un événement et on raconte absolument pas la même chose. On n'a pas du tout le même souvenir. Donc c'est ambigu, c'est flou. Donc le livre, il avance comme ça, dans cette ambiguïté, dans ce flou. Et de temps en temps, je prends la main en disant non mais là quand même ça n'allait pas. Voilà, là quand même il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et c'est vrai qu'il y a tout un passage, je vous rassure, je suis pas en train de faire une thèse, mais il y a une page sur la question de la domination justement, qui est une chose qu'on pensait sans doute. À l'époque, on la pensait sans doute politiquement, c'est-à-dire il y avait sans doute des forces politiques qui pensaient évidemment la domination économique, ça, bien évidemment. Mais dans le domaine des mœurs,
c'était pas très clair. C'était pas très pensé. Et puis, entre-temps, et comme vous le savez, il y a eu tous les bouleversements qu'il y a eu ces dernières années qui nous ont en fait forcés à réfléchir à des choses qui n'étaient pas nécessairement très plaisantes à penser, par ailleurs. Et donc, c'est vrai que ça croise la question de la domination dans les rapports amoureux, dans les rapports sexuels. Alors là, pour le coup, avec les robes grillées, on a vraiment une éthique du consentement pur et dur. C'est-à-dire que ça c'est une chose aussi que j'ai découverte, j'en suis restée toute étonnée, mais c'est que le SM est impossible sans consentement. C'est que c'est vraiment un contrat, en fait. Donc, si vous ne respectez pas le contrat, c'est fini. Donc c'est cette question-là, mais il y a aussi la question des rapports sociaux et des rapports dans le travail. Parce qu'au fond, je ne vous apprends pas que la situation économique s'est dégradée peu à peu, que les rapports dans le cadre du travail se sont dégradés peu à peu, que tout est en train d'être de plus en plus, je trouve, difficile. Et donc cette question de la verticalité, du fait que les gens se sentent malheureux, ne trouvent pas leur place, alors dans le milieu culturel, je ne peux pas dire qu'on les presse comme des citrons et qu'on les jette comme des vieilles chaussettes quand on délocalise l'usine, par exemple, parce qu'on n'en est pas là. Mais disons que toutes ces choses-là, elles sont pas, c'est pas un livre à thèse, mais elles affleurent. Elles affleurent comme en germe il y a 30 ans, parce que évidemment, la société dans laquelle on est aujourd'hui, elle était en germe dans la société d'il y a 30 ans. Et je trouvais que c'était presque une sorte de je sais pas comment dire, de contrat avec les lecteurs et les lectrices, qui sachent où finalement, moi, aujourd'hui, je me situe par rapport à cette ambiguïté du passé que je raconte, parfois en essayant d'y mettre de l'humour, parce qu'au fond, l'humour, ça reste quand même la meilleure arme de destruction massive. C'est la meilleure critique qui soit des choses, l'humour. Mais il y a des choses dont on rigole quand même pas. Voilà. Et c'est pour ça qu'il y a ces petites intrusions. Et oui, justement, le marquis de Sade, puisque vous en parliez tout à l'heure, disait, entre autres, « Il ne faut pas s'imaginer que ce soit la beauté d'une femme qui irrite le mieux l'esprit d'un libertin. C'est bien plutôt l'espèce de crime qu'ont attaché les lois à sa possession. » Donc les questions de domination, elles renvoient à quoi aussi, justement, au pouvoir, à la possession. C'est pas qu'une question de... À la liberté. Et à la liberté, exactement. À quel rapport on entretient avec l'idée de liberté, parce qu'on n'est pas... Voilà, être libre, qu'est-ce que c'est, et est-ce qu'on y arrive? Et puis il y a plusieurs sous-catégories dans tout ce que vous êtes en train de dire. Il y a l'idée de la liberté, donc de l'émancipation, c'est-à-dire comment vous pour peu que vous en ayez envie, comment vous échappez à un destin qui a été pensé pour vous, par votre condition sociale, par votre genre, vous voyez. Donc, si vous avez envie de vous en échapper, comment vous faites? Il y a ça, et puis à l'intérieur de ça, il y a la sous-catégorie féminin, c'est-à-dire et qu'est-ce qui se passe encore pour une fille à l'intérieur de ça? Comment pour une femme? Alors, moi, je suis de la génération, par exemple, qui a tenu pour acquis un certain nombre de choses. Pour moi, la question était réglée. On était les égales des hommes. J'avais été élevée par des parents qui étaient de la génération 68. J'ai bénéficié de l'accès à la contraception, de la légalisation de l'avortement. J'ai pu accéder aux études supérieures. Enfin, moi, comme vous savez, souvent quand on est bien portant, on s'en rend pas forcément compte. Donc je trouvais ça normal, en fait. Je trouvais ça normal. Et j'avais été élevée par des parents qui me traitaient vraiment complètement à l'égal des garçons, qui me disaient que j'étais aussi intelligente, aussi valable, aussi ceci, aussi cela. Donc j'arrive à Paris, dans le milieu du travail, en me disant super, on est les égales des hommes. Et là, évidemment, non. C'est-à-dire que ce n'est pas si simple. C'était beaucoup mieux. Et on dit beaucoup de choses sur les boomers, mais moi, il y a un truc qui m'agace un chouïa quand même, c'est qu'on le leur doit aussi. C'est-à-dire que c'est quand même beaucoup mieux pour les femmes de ma génération que pour les femmes de la génération de ma grand-mère. C'est même sans aucune comparaison, si vous voulez. Donc, il y a du mieux. Mais la question de l'égalité salariale, on n'y est absolument pas. Les postes de responsabilité, de direction étaient tous occupés par des hommes. Enfin, c'était vraiment... Donc, j'étais très surprise de ce que j'ai vu. Je me suis dit, ah donc non, c'est pas ce que tu croyais. C'est pas gagné, en fait. Il va falloir continuer et voilà. Et quand on a la chance d'évoluer dans le milieu dans lequel j'évolue, qui est quand même
pas un milieu où on est en train de se tuer à la tâche physiquement, à s'abîmer la santé, quoi. C'est quand même un milieu qui est quand même privilégié. On peut sans doute, évidemment, plus facilement essayer de travailler tout ça pour continuer à avancer. Et ça, c'était une question qui m'intéressait. Oui. De toute façon, en effet, ces questions-là, enfin, je pense qu'elles doivent nous inquiéter tous les jours. C'est ce que disait sans Simone relâche. Veil, elle disait à la moindre crise, ça va repartir en arrière. C'était pas... Et alors, je ne peux pas résister à vous passer, puisqu'on arrive à la fin du rendez-vous, mais comme on parle de tout ça, et que j'ai aussi découvert qu'une des phrases qui motive votre écriture, c'est la phrase de Charlie Chaplin, qui dit que... je vous laisse dire, qu'est-ce qu'il dit ? Qui dit que quand on regarde la vie de près, quand c'est un plan rapproché, c'est une tragédie. Et que quand on dézoome, quand on l'éloigne, ça ressemble plus à une comédie. Et pour ça, il faut pouvoir. Et donc, ça nous fait sourire, mais c'est exactement ça. Et donc, je ne peux pas m'empêcher de vous passer un extrait. You'll speak. I can't. You must. It's our only hope. Hope. I'm sorry, but I don't want to be an emperor. That's not my business. I don't want to rule or conquer anyone. I should like to help everyone if possible. Jew, Gentile, black man, white. We all want to help one another. Human beings are like that. We want to live by each other's happiness, not by each other's misery. We don't want to hate and despise one another. In this world there's room for everyone, and the good earth is rich and can provide for everyone. The way of life can be free and beautiful. But we have lost the way. Greed has poisoned men's souls, has barricaded the world with hate, has goose-stepped us into misery and bloodshed. We have developed speed, but we have shut ourselves in. Machinery that gives abundance has left us in want. Our knowledge has made us cynical, our cleverness hard and unkind. We think too much and feel too little. More than machinery, we need humanity. More than cleverness, we need kindness and gentleness. Without these qualities, life will be violent, and all will be lost. The aeroplane and the radio have brought us closer together. The very nature of these inventions cries out for the goodness in men, cries out for universal brotherhood, for the unity of us all. Even now, my voice is reaching millions throughout the world, millions of despairing men, women, and little children, victims of a system that makes men torture and imprison innocent people. To those who can hear me, I say, do not despair. The misery that is now upon us is but the passing of greed, the bitterness of men who fear the way of human progress. The hate of men will pass, and dictators die, and the power they took from the people will return to the people. And so long as men die, liberty will never perish. Soldiers, don't give yourselves to brutes, men who despise you, enslave you, who regiment your lives, tell you what to do, what to think, and what to feel, who drill you, diet you, treat you like cattle, use you as cannon fodder. Don't give yourselves to these unnatural men, machine men with machine minds and machine hearts. You are not machines, you are not cattle, you are men. You have the love of humanity in your hearts. You don't hate, only the unloved hate, the unloved and the unnatural. Soldiers, don't fight for slavery, fight for liberty. In the 17th chapter of St. Luke it is written, the kingdom of God is within man, not one man nor a group of men, but in all men, in you. You, the people, have the power to create machines, the power to create happiness. You, the people, have the power to make this life free and beautiful, to make this life a wonderful adventure. Then in the name of democracy, let us use that power. Let us all unite. Let us fight for a new world, a decent world, that will give men a chance to work, that will give youth a future and old age a security.
By the promise of these things, brutes have risen to power, but they lie. They do not fulfill that promise. They never will. Dictators free themselves, but they enslave the people. Now let us fight to fulfill that promise. Let us fight to free the world, to do away with national barriers, to do away with greed, with hate and intolerance. Let us fight for a world of reason, a world where science and progress will lead to all men's happiness. Soldiers, in the name of democracy, let us all unite! Donc ça, c'était la fin du film Le Dictateur, et je trouvais que finalement, il y avait un peu tous les thèmes abordés, Comment dire, dans ce livre, pas de la même façon. Non. Mais Charlie Chaplin a fait le lien jusqu'à nous ce soir. et quel artiste. Mais c'est beau que ça soit que ça soit un saltimbanque comme ça, qui ait eu la plus claire vision politique de ce qui se passait. Parce que c'est tourné en 40, si je ne m'abuse. C'est sorti plus tard, mais c'est tourné très tôt dans la guerre. Donc, vive les artistes. Mais continuons en effet de questionner ce que vous questionnez à votre façon dans le livre. Questionner notre place, notre rapport à la liberté et ce qu'on en fait, pas seulement en théorie, mais dans la pratique. Et alors pour finir, j'aimerais bien que vous puissiez lire ce dernier petit paragraphe. Là, de On aime. C'est quasiment la fin du livre de On aime jusque-là. Attends, je me mets sur le... Voilà. On aime l'idée qu'au moment où nous voyons briller les étoiles, elles sont déjà mortes. C'est une idée poétique, séduisante, c'est une idée fausse. Les scientifiques nous l'expliquent. Les étoiles sont des soleils qui brûlent très longtemps et qui sont très lointains. Le temps qu'il faut à la lumière pour franchir la distance entre elles et nous est tel que ce que nous voyons est nécessairement un instant déjà révolu. Et la probabilité pour que cet instant soit celui de leur mort est très faible. Mais toujours, il s'agira d'un instant passé. Plus encore que de l'espace, avec les étoiles, nous percevons du temps. C'est peut-être pourquoi nous sommes spontanément émus en les regardant, fusionnés dans l'épaisseur noire, pupilles grandes ouvertes, comme tant d'humains avant nous, avant le langage, avant la société même, troublés depuis la nuit des temps. L'idée trompeuse des astres qui tous seraient déjà morts au moment où nous les voyons luire est belle. Celle d'un passé vacillant comme une flamme prête à s'éteindre, là, si loin, et juste au-dessus de nos têtes, l'est encore plus. La lueur des étoiles est un long souvenir. Merci Emmanuelle Lambert. Vous allez pouvoir maintenant la retrouver à la table d'Isabelle Riodavels de la librairie Sur Majuscule et puis échanger avec elle, peut-être encore. Et on finit en musique avec Has de Stevie Wonder. Merci à vous tous et merci à vous. Around the sun, the earth knows she's revolving, and the rosebuds